Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'UDR où nous accueillons aujourd'hui figure montante de la droite française, la Benjamine de l'Assemblée nationale et du groupe UDR, Hanan Mansouri, députée de la 8e circonscription de l'Isère. Bonjour. Hanan, comment est-ce qu'on vit ce statut d'espoir de la droite française, de jeune députée brillante et prometteuse ? Alors, on le vit avec beaucoup d'humilité d'abord. On sent plus que n'importe qui, je pense aussi, le poids des responsabilités, la confiance que mes électeurs sur ma circonscription m'ont accordée. Et donc, je dirais que je fais tout dans mon quotidien en étant proche d'eux sur la circonscription et aussi en essayant de remonter au maximum leurs problématiques ici à Paris afin d'essayer de leur apporter un quotidien qui soit meilleur. Jeune parlementaire, mais femme engagée depuis des années. Je crois que tu as commencé il y a de longues années ton parcours politique, notamment avec le syndicalisme étudiant, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours qui est assez inspirant et étonnant ? Alors, mon premier engagement, ça a été d'abord chez les Jeunes Républicains, donc dans le parti politique LR à Grenoble. À cette époque-là, j'étais encore lycéenne. D'accord. Donc, j'entre comme ça via un ami. Et à l'époque, qu'est-ce qui te pousse à t'engager ? Alors, c'est une anecdote que je raconte souvent, c'est les cours de sociologie au lycée qui nous expliquaient, je vulgarise la chose, mais le message était celui-ci, c'était qu'en France, l'ascenseur social n'existait pas et que, notamment quand on était une femme et qu'on avait des origines étrangères, la France ne nous donnait pas les moyens de réussir. Et ça, c'est un discours auquel j'étais absolument opposée. Et j'ai un ami du coup qui était en classe avec moi et qui était engagé chez les Républicains, qui avait vu mes échanges avec les profs et qui m'a proposé un jour de participer à une réunion en me disant peut-être que ça va te plaire. Donc tu t'engages chez les Jeunes LR, tu as 16, 17 ans. J'ai 17 ans, je m'engage chez les Jeunes LR. Ensuite, j'arrive en études supérieures et donc je rejoins l'UNI, le syndicat étudiant de droite à la fac. Et c'est là que commence mon vrai militantisme sur le terrain, à Grenoble en plus. Qui est un environnement un peu hostile pour la droite. On a une mairie qui est écologiste depuis un petit moment maintenant. Il y a un vrai microcosme d'extrême gauche qui est particulièrement violent en plus. Ouais, et c'est là que je commence à façonner un peu mon argumentaire, mes idées. Et que je c'est dans l'adversité que l'on se renforce dans ses positions ? Absolument. Dans l'adversité, via, par exemple, des débats qui étaient organisés à l'université. Et ensuite aussi via des actions, puisque l'extrême gauche étant ce qu'elle est, elle a recours à la violence et parfois la violence physique. Y compris sur une jeune militante. Absolument, absolument. C'est vrai qu'on a passé beaucoup d'étapes. Moi, je me rendais compte quand même qu'il y avait une violence de l'extrême gauche. C'était verbal, c'était au moment d'actions militantes sur le terrain. Mais on a toujours ce petit truc de se dire, bon, ils passeront pas à l'acte. En plus, je suis une femme. En plus, on filme. Et au final, ces personnes-là, quand ils veulent arriver à leur fin et quand ils considèrent que nos idées commencent à prendre, ce qui était le cas à Grenoble, parce qu'on avait quand même de plus en plus de militants de droite qui nous rejoignaient, eh bien, ils passent à l'acte et donc ils vous violentent physiquement. On parlera de cette violence de l'extrême gauche peut-être un peu plus tard dans l'entretien. J'ai vu en préparant tout cet entretien pour le podcast de l'UDR que tu avais été même présidente des Jeunes avec Barnier à l'époque. Oui, absolument. J'ai été présidente des Jeunes avec Barnier. Je rencontre Barnier l'été avant les présidentielles, donc ça devait être été 2021, avec tout un groupe d'autres jeunes républicains de partout en France que j'avais rencontré avec mes années de militantisme. On parle un peu de son programme. Je vois qu'il a un programme qui est très ferme, notamment sur l'immigration, avec un moratoire quand même. Et donc je me dis, vu l'offre à ce moment-là des candidatures déclarées, je m'engage et je le rejoins. Puis il y avait une proximité, il me la Savoie à côté de chez moi. Et donc j'intègre son équipe de campagne. Et alors comment est-ce qu'on se retrouve dans l'hémicycle, en opposition avec ce Premier ministre qu'on a à l'époque soutenu, alors dans un cadre politique tout autre et dans des alliances tout autres, évidemment. Mais comment est-ce que tu as vécu ça ? Je l'ai vécu avec quand même beaucoup de déception. Je l'ai compris au fil des années. Moi, j'ai toujours été pour l'union des droites. J'étais persuadée à l'époque que les LR étaient dans cette vision-là et qu'ils allaient évidemment tous suivre. Forcé de constater qu'Éric Ciotti a été le seul courageux à le faire à ce moment-là. Et donc, en fait, je sors quand même assez rapidement
des considérations personnelles. Michel Barnier, je m'entendais très bien avec lui personnellement, mais force était de constater quand même que ses idées à lui, ses convictions avaient changé. Le fait qu'il ait intégré d'ailleurs un gouvernement sous Emmanuel Macron l'a prouvé, un gouvernement en plus qui sortait complètement des idéaux qui étaient proposés à ce moment-là. Donc je le vis quand même avec beaucoup de déception et un certain dégoût à mon âge, de me dire que en quelques années seulement, une personne qui incarnait un programme politique et un combat commun. Ouais, un combat commun à un moment peut changer rapidement pour des postes peut-être. Ouais. Et donc, tu passes de ce militantisme étudiant et politique, où tu es la présidente des jeunes avec Barnier, à un moment, sauter le pas, te présenter devant les urnes en étant toute jeune à l'époque, 23, 24 ans 23 ans. Ouais. Tu décides d'être candidate, de répondre à l'appel d'Éric Ciotti, président de l'UDR. Est-ce qu'il y a un palier entre le militantisme étudiant et le vrai combat électoral ? Moi, je crois que les deux sont liés. J'ai été militante, mais j'ai aussi eu l'occasion quand même de travailler pour des élus. D'accord. En parallèle de mes études, j'ai été collaboratrice à l'échelle locale, chez le département, la région, et je travaillais aussi pour des sénateurs. Donc petit à petit, j'ai quand même construit une expérience et une compréhension du rouage parlementaire. Donc voilà, je ne partais pas de rien non plus. Mais c'est vrai que passer de l'autre côté et être élu, c'est une mission qui est différente de ce que j'avais pu connaître, mais qu'on apprend au fil du temps. Tu disais tout à l'heure sentir le poids de la responsabilité sur tes épaules. Comment est-ce qu'on gère ce poids et on se montre digne de cette responsabilité nouvelle ? Moi, je dirais que mon objectif principal, c'est d'assurer une proximité vraiment avec les personnes que je représente. Terrain. Ouais. Sincèrement, ça c'est vraiment quelque chose qu'on entend de plus en plus. Il y a un dégoût de la politique de la part des Français parce qu'ils ont l'impression que les politiques qui décident aujourd'hui sont déconnectés de leur réalité. Et en un an, moi j'ai appris énormément de choses sur le terrain. On n'a pas la science infuse, évidemment, n'importe qui, mais moi encore plus sur notamment le monde agricole qui a connu beaucoup de problématiques et qui en connaît davantage de plus en plus. On a les entreprises aussi. Enfin, sans le terrain et sans les personnes que je rencontre au quotidien, c'est difficile aussi pour moi d'avoir une approche ici à Paris législative qui soit cohérente avec les réalités du territoire. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de la violence de l'extrême gauche que tu as connue dans ton militantisme étudiant à la fac. Est-ce que tu la retrouves paradoxalement dans les positions que peuvent être celles de la France insoumise, parfois en décalage, voire en rupture à l'Assemblée nationale avec des figures d'une certaine radicalité comme peuvent être Sébastien Delogu ou certains des militants de l'UNEF d'hier qui aujourd'hui sont députés LFistes. Oui, bien sûr, ça se retrouve et puis c'est complémentaire. J'ai le souvenir, moi, au moment de mon agression justement à Grenoble, que mes agresseurs avaient été soutenus par des élus locaux, par des sénateurs de gauche à cette époque-là, donc des personnalités politiques. Évidemment que c'est complémentaire. Je ne pense pas qu'un jour on en viendra aux mains au sein de l'hémicycle, mais il y a quand même un fond de violence, que ce soit verbal, même des manques de respect quotidien. Ma première apparition à l'Assemblée nationale, c'était quand même pour l'élection de la présidente, avec toute la gauche qui refuse de me serrer la main. Donc oui, il y a cette violence et cet irrespect qui se retrouve ici. Maintenant, je trouve qu'elle est encore plus importante au sein des institutions, parce qu'encore une fois, moi, c'est pas ma petite personne qui importe, j'ai pas envie particulièrement de serrer la main à Sébastien Delogu, mais derrière ça, c'est le message qui est porté, et c'est le manque de respect aussi envers notre électorat. Bien sûr. Qui est tout plus agaçant. L'extrême gauche, en règle générale, est-ce qu'elle se radicalise en France, et est-ce qu'on peut voir un phénomène à la Charlie Kirk, comme aux États-Unis, apparaître, ou on est encore préservé de tout cela ? Je crois qu'on est en train d'arriver dans le système américain. Là, à l'heure où on se parle, Le Point sort un article d'ailleurs sur mon collègue Bartholomé Lenoir, qui a reçu des menaces de mort à son domicile, donc quand même des menaces qui ont été très importantes. Je crois que le passage à l'acte peut arriver parce qu'on est sans cesse menacé, on n'a pas le sentiment que les responsables politiques de gauche condamnent ces agissements-là, donc
je crois que malheureusement, on peut arriver à des situations comme aux États-Unis, même si je ne le souhaite pas, bien évidemment. Toi, tu es donc député d'une circonscription qui est au cœur d'un bastion d'extrême gauche, en tout cas dans une ville qui est tenue par l'extrême gauche. Est-ce que ça rend l'exercice de ton mandat au quotidien différent du député de Nice, par exemple ? Il y a des problématiques qui sont différentes. Effectivement, en plus, moi, ma circo, elle se situe entre deux gros pôles. On a Lyon, pas loin, et Grenoble. Donc oui, c'est vrai que ce sont deux bastions de gauche. Moi, je sais que quand j'organise des événements, il y a souvent l'extrême gauche ou lyonnaise ou grenobloise qui peut se déplacer. Maintenant, la majorité de mon territoire est assez rurale, est composée de personnes qui ne sont pas endoctrinées, même si peut-être que certaines personnes votent à gauche. La preuve, ils t'ont élu. Voilà, c'est ça. Et largement. Donc non, sur ma circonscription, globalement, il y a un respect, en tout cas, des institutions, il y a un respect des idées, et aussi, il y a quand même une certaine unanimité sur... en tout cas, les valeurs que je défends, quand même. On vit dans un temps politique un peu paradoxal en attendant la nomination d'un gouvernement. On a un Premier ministre, son gouvernement. Comment est-ce que les parlementaires vivent cette période un peu de flottement ? Quel est le quotidien d'Hanan Mansouri ? Alors, en ce moment, mon quotidien, c'est beaucoup de temps en circonscription, plus qu'en période de session parlementaire dite classique. Honnêtement, sur le terrain, moi, j'arrive à faire avancer des dossiers, surtout sur des aspects personnels, des demandes qui sont souvent sociales aussi. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais maintenant, pour avoir un vrai projet pour la France, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir travailler à l'Assemblée. On est sans cesse dans l'attente. Les entreprises sont craintives aussi. Ils nous demandent et nous sollicitent beaucoup aussi pour avoir notre soutien à l'Assemblée, notamment avec le budget qui va arriver. L'inquiétude, elle est là. L'inquiétude, c'est vraiment de savoir si oui ou non les impôts vont augmenter, si les charges pour les entreprises vont augmenter ou pas. Et donc, ils attirent notre attention beaucoup là-dessus. On joue un peu le bouclier entre les circos et puis le gouvernement qui va arriver. Et quelle sera la position de l'UDER sur le budget à venir ? Alors, on ne sait même pas qui sera le ministre du budget, mais quelles sont les grandes lignes rouges de notre mouvement ? Aucune augmentation d'impôts, évidemment. Et ensuite, des économies considérables dans le budget de l'État. On a fait tout un certain nombre de propositions qui ont été chiffrées sur des économies sur l'immigration. On a l'AME, on a la fraude sociale aussi, qui est un gros poste de dépenses et de perte d'argent, de gaspillage de l'argent des Français. Donc vraiment, on demande à ce que l'effort soit fait sur le budget de l'État et pas sur les Français. Un État qui montre l'exemple avant d'aller chercher quelques nouveaux copecs dans la poche des Français. Merci, Hanan, pour cet entretien, pour le podcast de l'UDER.